L'épisode de cette semaine vous est présenté par Service Pelletier-Gosselin, votre solution pour tous vos besoins associatifs, comptabilité, organisation d'événements, suivi avec les membres. Ils nous ont aidés toute l'année. On les remercie énormément. On remercie également Molson Coors qui nous a propulsés toute l'année avec des breuvages, notamment les Coors Seltzer et la Coors Light. Et on remercie également les distillerie Sève pour leur vodka au d'érable prémix qu'on a pu savourer lors des 2 derniers tailgates. Merci à vous trois de nous avoir supportés toute l'année et bon podcast tout le monde. C'est avec un peu de trémolo dans la voix, mais comme c'est l'habitude lors du dernier de l'année, sauf l'année dernière. L'année dernière, on avait pu sabrer le champagne, mais c'est habituellement le cas lorsqu'on finit sur une défaite. Que je vous accueille cette semaine, Éric Généreux, avec moi, Tamil Kadi, François Mathieu, comme à l'habitude. Bonjour tout le monde. Salut! Yo! Donc, je l'ai dit en ouverture, les Carabins se sont inclinés à Québec samedi dernier. Bon, pas mal tout le monde est au courant. On va prendre la peine quand même d'en parler un petit peu, revenir sur ce qui n'a pas fonctionné, qui fait que la saison s'est terminée un petit peu plus tôt qu'on l'aurait voulu. Quoi qu'on en parlait avant, s'il y a une année pour pas sortir du Québec, c'est peut-être cette année, parce qu'aller dans la profonde Saskatchewan, c'est pas la porte à côté. La vanille est à Regina l'an prochain. Fait que, c'est officiel, ça? Ouais. J'ai manqué ce bout-là. Ah ouais. Hey, ça va être bon. fret. Ouais, ben, quand t'es rendu fin novembre, il n'y a plus grand place que c'est chaud, pour être honnête. Là. Ouais, je pense que le record, ça va être Kingston l'année passée. On trouvera à part pas Vancouver, mieux. c'est pas le seul spot que... Ouais, mais même... Mais tu risques que ça qui mouille, fait que c'est comme... Ben, le meilleur spot pas chaud, ce serait quand même de retourner dans le bon vieux Skydome. Ouais. Ouais, il y a un peu d'écho, par exemple. Quoique c'est rendu beau là, depuis que les Blue Jays ont rénové. Ouais. Mais il n'y a probablement plus de possibilité de faire un terrain de football, de toute façon. Oh, c'est du turf. S'ils veulent, ils peuvent, mais je suis pas sûr qu'ils veulent. Ils n'accueillent pas les Bills de temps en temps, eux autres. Puis maintenant, mais ils pourraient. Ils pourraient, mais je pense pas les coûts seraient prohibitifs pour ce que ça rapporterait. Hey, longue histoire courte. Donc, il y avait le match finale québécoise, donc on va parler de ça. Il y avait 3 autres matchs de finale de conférence samedi dernier. On va glisser un mot là-dessus et on va brièvement parler des demi-finales nationales et de la Coupe Vanier parce qu'on ne fera pas une autre émission. Je vous annonce que c'est notre dernière de la saison. Donc, nous, on termine en même temps que les Carabins parce qu'on veut juste parler de ça, essentiellement. Ouais, le reste, donc, le reste, on s'en fout. Vous en tapez. Moi, je vais les écouter puis je vais être samedi. Là. Ouais. On va suivre, mais on fera pas un podcast à propos de ça. C'était mon point. Donc, comme on le fait à l'habitude, un petit retour sur le sommaire du match de samedi. Une full record pour un match éliminatoire pour une Coupe Dunsmore au PEPS. 17 990 spectateurs. Il y avait du monde à la messe, avec une température quand même très agréable, là, considérant qu'on était à Québec au milieu de novembre. Il faut attendre la 7e minute de jeu pour que Étienne Jacques de Laval ouvre le point. Étienne Jacques de Montréal, je suis habitué de voir un autre batteur, ouvre la marque pour les Carabins sur 42 verges avec un premier placement. Une séquence plus tard, c'est Philippe Forteza de Laval qui ramène tout le monde à la case départ 3-3. Au milieu du deuxième quart, Laval concède un toucher de sûreté après avoir eu le ballon vraiment au fond de leur zone. L'inverse, c'est Montréal qui concède le toucher de sûreté, c'est 5-3 Laval. À la toute fin de la première demi, suite à une interception, les Carabins reprennent le ballon au milieu du terrain. Ils réussissent à coller ensemble 16 jeux pour 58 verges. Jonathan Sénécal trouve Brandon Gourgon pour une passe de 6 verges. Plus longue que ça parce qu'il était caché au fond de la zone des buts. Juste avant la demi, les Carabins prennent les devants 10-5. Au retour de la demi, première séquence du Rouge et Or, 3 jeux, 53 verges. Olivier Coul est
complètement oublié derrière la défensive, s'empare du ballon, gambade jusque dans la zone des buts. C'est un jeu de 41 verges. Laval reprend les devants 12-10. Malheureusement, ça va être la dernière fois que les Carabins ont eu l'avance parce que la deuxième demi est complètement à l'avantage du Rouge et Or. Ils vont travailler et tenir le ballon presque toute la deuxième demi. Dans le troisième quart, c'est 9 jeux, 30 verges, 5 minutes de possession qui se terminent par un placement de 32 verges de Forteza. Dans le quatrième quart, les Carabins font tout ce qu'ils peuvent pour faire avancer le ballon, mais finissent par l'échapper dans leur propre zone payante. Donc, à la porte des buts, le Rouge et Or n'a besoin que 2 jeux pour que Will Tremblay court 3 verges et mette Laval en avant 22-10. Dans les 3 dernières minutes, une passe, une bombe, presque une prière, trouve Simon Riopel, ça se transforme en passe de toucher de 39 verges. Les Carabins rapprochent l'écart 22-17 Laval. Malheureusement, la dernière séquence, les Carabins ne réussiront pas à récupérer le ballon. Ça deviendra le score final, 22-17 Laval. Je l'ai mentionné, la deuxième demi, nonobstant la dernière ligne, a vraiment été à l'avantage de Laval au niveau du temps de possession, surtout, mais au niveau des jeux offensifs aussi. On va commencer avec les impressions sur le match. Je commence avec toi, François, cette semaine. Qu'est-ce que tu retiens là, de ce que tu as vu samedi? Qu'est-ce que je retiens? Je retiens que Laval a été mieux préparé que Montréal. Je pense que tout le monde semble... Bon, comment je pourrais dire ça? Pas été la meilleure game de Jonathan. Tout le monde va être d'accord là-dessus. Il y a eu pire, il y a eu mieux. Ça n'a pas été la meilleure game de nos receveurs, mais il y a eu pire, il y a eu mieux. Ils n'ont pas mal fait, ils n'ont pas... Je pense que la stratégie n'était pas mauvaise. La stratégie offensive n'était pas mauvaise. Compte tenu qu'on n'avait pas notre running back, il fallait essayer. Laval avait, à vrai dire, on se rend compte que les deux équipes avaient la même stratégie. Hein? Lancer, faire courir un receveur sur la ligne des buts, sur la ligne des diverges, puis s'éloigner le plus possible du centre. Les deux équipes ont fait la même chose tout le long. C'est juste que Laval a été capable d'exécuter. Le problème, c'est que Montréal exécutait pas et que ça a été dur. C'est la course de Laval qui a fonctionné en deuxième demi. Non, deuxième demi. En deuxième demi, je suis d'accord. Mais en première demi, là, les deux faisaient exactement la même affaire. En deuxième demi, c'est pour ça que le temps de possession était marrant. En première demi, Laval n'a pas couru pantoute. En première demi, là, Montréal a réussi à contrôler le ballon et à contrer l'attaque du Rouge et Or. C'est en deuxième demi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, on a oublié qu'Olivier Cool existait. Le meilleur joueur de la Ligue, là, il n'y a pas moyen. Tout le monde du sa mère savait que cette équipe-là allait le jouer. Puis, bizarrement, il était tout seul sur son nuage. Nous autres, on n'était pas capables de le contrôler. Je comprends qu'il y a eu des blessés. Je comprends qu'il y avait autre chose. Mais à un moment donné, en deuxième demi, la défensive avait de la difficulté à jouer. Puis après, l'offensive, notre défensive, après, notre offensive à nous autres, crème, il était plus capable de contrer la ligne défensive de l'attaque, de Laval. Non, parce qu'ils contrôlaient ils essayaient de contrer la course parce qu'ils sont allés avec plusieurs séquences où ils faisaient que courir. Puis après, ça ouvrait la passe, puis ils en ont profité. J'en parlais avec Tam juste avant qu'on commence. Dans la deuxième demi, les Carabins ont eu le ballon 7 fois. Là-dessus, il y a 4 séquences de 2 jeux. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je sais, comme tu disais, moi, je vois beaucoup dans l'exécution puis dans comment on exécute le plan de jeu. Pas tellement le plan de jeu, le problème, c'est comment ça s'est matérialisé. On dirait qu'après le toucher de Cool, là, la confiance a tombé ou il y a une pression qui s'est installée de faire bouger le ballon. Puis malheureusement, ça a donné chou blanc. Je pense qu'il y a 3 séquences qui ont monté en haut de 2 jeux. Puis là-dessus, il y a celle du toucher de Riopel, là, qui est 8 jeux sur 85. Puis les 2 autres n'ont pas donné grand-chose, essentiellement. C'était un magnifique toucher. Il y avait le sentiment d'urgence. Une des plus belles passes de Jonathan de l'année, un des plus beaux catchs que j'ai vus. La passe était parfaite, le jeu était parfait. Si on avait joué avec ça, on a eu de la misère à étirer le jeu. Souvent, les passes de Jonathan étaient précipitées. Il y a eu quelques mauvaises exécutions de nos receveurs les tracés n'étaient pas corrects. Ça n'a pas été la meilleure
journée au bureau pour notre recrue de l'année qui a manqué 2-3 de ses calls. Brando a été extraordinaire. C'est peut-être le receveur qui a bien. Mais les DB étaient tellement d'un culotte de tous nos receveurs. Il n'y avait rien à faire. Il y a eu un nombre surprenant de passes qui ont. Il n'y avait personne autour. Non. Le ballon a été lancé, il n'y avait pas de receveur. Donc, tu sais, la raison il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi ça arrive, mais on dirait que c'est tout arrivé en même temps. Une espèce de tempête parfaite. Ce qui fait que Jonathan a terminé sa journée avec 53% de passes complétées, ce qui est bien en bas de ce qu'on pourrait s'attendre. Puis je l'ai toujours dit, dans le football canadien, à moins d'avoir un jeu au sol monstrueux, tu ne gagnes pas avec 50% de passes complétées. C'est tout. Non, puis comme on n'a pas été capable de remplacer la perte de Dembélé. On n'a même pas essayé de la remplacer. On n'a même pas essayé. 5 courses dans la partie, vraies courses dans la partie, puis des moyennes de 5 verges. Là. Je ne sais pas qui n'arrivait pas à courir. Là. Au football canadien, tu ne peux pas gagner si tu ne cours pas un minimum de 25% du temps. Il faut que tu puisses contrôler le chrono. Là, on a zéro contrôlé le chrono. Laval, là, toute leur séquence offensive en deuxième demi, là, c'est entre 4 puis 8 minutes. Là. Nous, c'est du 2 minutes. Là. Même là, les séquences, la longue séquence en deuxième demi, là. 7 jeux, 58 verges, à peine 3 minutes. Tu n'écoules pas le temps. Ils ont eu le ballon le 2 tiers. Elle était tout le temps sur le terrain en deuxième demi, là, à cause de ça. Là. Je veux dire, tu t'aides pas, là. Je veux dire, quand ils ont eu besoin d'un stop à la fin. Un petit peu de pression à Joe aussi, là. Puis, on était prévisible, là. Moi, j'étais des lignes de côté. Il se plaçait à la ligne. Puis, je pense qu'à la première demi, à voix haute, j'ai callé le jeu 75% du temps, là, avant même que ça décoche. Là. Si moi, je suis capable de le faire, l'autre bord sont capables de le faire. Là. Les autres, ils font du vidéo à semaine longue. Là. Oui, mais nous autres aussi, on savait tout ce que l'autre équipe faisait. L'exécutait comme du monde, puis il le faisait. Oui, mais en deuxième demi, c'est la fatigue qui est venue. Hein? Moi, il y a une couple de décisions de coach dans cette garde partie-là que je n'ai pas trop compris. T'sais, on a différé la décision. Pourquoi on n'est pas parti avec le ballon en deuxième demi? Le vent n'était pas si problématique que ça. Parce qu'on voulait le vent. Oui, mais le gars, il nous a servi à rien. Là, non, mais. Ben, attends, il y avait quand même. C'est pas vrai, ça. Je suis pas d'accord parce qu'on le sait que ça aurait pu finir sur un coup de pied. Puis si ça finit sur un coup de pied, tu veux le vent. Ouais, c'était la meilleure. Puis avec les échanges, on le savait. Ping, ping, ping. Le rouge et or a fini, qui ont manqué de temps, puis qui drivaient en deuxième demi. Tu leur donnes le ballon pour recommencer. Tu sais qu'ils font des ajustements, qui vont avoir un long retour. Je sais pas. On s'entend, le toucher de cool, c'était avec le vent dans le dos. Puis l'autre toucher était au sol, mais ils avaient juste 10 verges à faire. Parce que honnêtement, le seul toucher qui s'est marqué contre le vent, c'est la passe à Gourgon. Le vent n'était pas important, mais il était suffisant pour affecter les bottées. On avait fait la même chose à la première game contre Laval, mais c'est qu'on n'est pas capable de gérer le foutu chrono. Mais il faut que tu avances le ballon pour gérer le chronomètre. C'est pas juste de vouloir le faire, il faut que tu le bouges, le ballon. Il faut pas croire qu'on n'a pas un hostie de porteur de ballon qui n'est pas capable de courir. Là. Ben, clairement, non. Clairement, on n'essaie même pas. Tu checkes mais attends, je vais revenir. Non, mais on le sait. Moi, je sais pas. Ben, non, parce qu'il joue à la passe. Mais oui, mais tu peux pas jouer Jonathan, la passe normalement, 90% du temps au football canadien. Ça marche pas. C'est sûr que tu joues le risque parce que si, comme dans la game, là, ça s'est passé, les passes ne connectent pas avec un haut taux de réussite, ben t'es fait. Surtout que là, tu me dis, le vent n'a pas joué, mais tu sais que le vent, quand tu l'as d'en face, il faut que tu réussisses à courir un peu pour continuer tes séquences. C'est sûr. T'essayes même pas, là. T'essayes pas parce ça fait 3 ans que c'est comme ça, là. Notre ligne à l'attaque est capable de la tenir, là. Si Joe se fait pas saquer, c'est parce que la ligne à l'attaque, elle tient, là. Il s'est fait bardescent à Barouette samedi. Je sais, là, mais c'est parce que le ballon, il a... puis elle sortait pas non plus. Là. Non. Le ballon ne sortait pas. C'est ça. Il y a eu un paquet d'affaires qui n'ont pas fonctionné. Le vent qui était sur un pied tout le long, OK? Il s'est fait ramasser tout le long. Il se fait déborder. Joe a été pressé toute la game, OK? Mm-hmm. Il ne pouvait pas attendre comme il faisait normalement. Il devait lancer puis précipiter ses gestes. C'est une des raisons pourquoi il a lancé tout croche. Il devrait précipiter ses gestes parce que sa ligne à gauche était maganée. Nos porteurs de notre ligne, on a beau dire que c'est la meilleure. C'est le choix de jeu après ça. Là. Tu sais que tu veux que la sorte. La Laval, le ballon sort en 2,3 secondes à chaque fois. Là.
Si notre ligne est si bonne que ça, puis pour jouer au sol, on l'aurait fait contre des équipes moins fortes, mais on n'a pas été capable de le faire. On a quand même au-dessus de 1000 verges au sol cette année. Oui, mais avec Dembélé qui court sur le côté. Okay? Il n'y a pas juste Dembélé, les autres aussi, ils ont quand même des bonnes moyennes. Là. Moi, tu ne peux pas croire qu'il y a juste Dembélé qui est capable de courir dans cette équipe-là. Là. Il y a des étoilés collégiales. Là. Come on. Clairement, ces étoilés collégiales-là ne sont pas capables de suivre un porteur. Puis clairement, là, il n'y a pas la même force qu'un Olivier Roy ou un. Pas Olivier Roy, mais c'est ça, Olivier Roy, en tout cas. Le Roy ou le Mathieu Roy ou un Doff. On n'a pas de. Le dernier porteur de ballon, outre Dembélé qui a marché, c'est Beaulieu. Bertrand Beaulieu. Pourquoi? Parce que c'est un tabarnak de gros dos qui était capable de défoncer. Il a marché, si tu veux mon point de vue, il a les mêmes statistiques que Dembélé, puis même Dembélé cette année avait des meilleures statistiques. Peut-être. Mais il y a clairement des meilleures statistiques qu'à l'affût. On délaisse la course, mais il faut que la course embarque. Si tu ne l'installes pas, ta course, ça ne fonctionnera pas des moments précis. Hey, c'est ce qui est arrivé toute l'année. On n'est pas capable de gérer un chrono. Je vais nous amener ailleurs, étant donné que, sur le match, c'est ce que c'est, puis on ne pourra pas réécrire l'histoire. Mais on a des finissants là, qui étaient là aujourd'hui. On sait que c'est une équipe qui était à maturité. Tu sais, je pense à Carl Chabot, là, qui a été le receveur le plus utilisé, 50 verges, qui a quand même bien fait, mais encore une fois, ça n'a pas été suffisant. Tu as parlé de James Leclerc, c'est pas un finissant, mais il a 3 passes captées. Encore une fois, beaucoup de distribution de ballons. Il y a une affaire bizarre que je ne comprends pas pourquoi Jonathan Sénécal est -2 chez les receveurs, là, -2 verges. C'est weird un peu. À cause de son ballon échappé. Ouais, ils l'ont mis dans le receiving. L'autre chose que je voudrais parler aussi, c'est les courses de Jonathan. On n'en a vraiment pas vu beaucoup. On dirait que quand il essayait de courir, il s'empêtrait dans la ligne. Mais puis, il se faisait frapper, pas les bonnes décisions. Puis il se faisait frapper. Le Cloutier l'a ramassé une fois, même 2 fois. Jonathan s'est fait vraiment brasser. Là. Mais vraiment brasser. À un moment donné, j'étais convaincu qu'il était commo. Là. Il y a 2 fois où il était à terre, là, puis soit une fois par un sac, puis l'autre fois par sa course, justement, où il a décidé d'aller dans le centre, puis Cloutier l'a ramassé comme si c'était un running back. Ce coup-là, après, il n'a plus voulu beaucoup courir. On parle de 1, 2, 3, 4, 5 sacs, ce qui est gros. En même temps, les Carabins en ont fait plus. 6, 7, 8. Mais bon, on dirait que Laval a réussi à les espacer. Puis souvent, Laval se faisait saquer, mais était quand même capable de continuer leur drive, là, ce qui leur donnait un bon coup de pouce. Puis au niveau statistique aussi, on l'a vu, les retours de Botté, ça a été beaucoup plus efficace du côté de Laval. Plus facile pour eux de se sortir du trouble, alors que souvent, nous, on était écrasés là où le ballon tombait ou même pire. Oui, parce que les unités de couverture ont fait une super job à côté de Laval, tandis que nous autres, ça a été un peu plus laborieux. Là, on résume toujours ça à 2-3 jeux. Il y a eu 2-3 jeux où, justement, Laval a réussi à aller plus loin. À un moment donné, ils ont été chanceux parce qu'ils ont échappé le ballon puis ils ont quand même réussi à le pousser. Donc, ça leur a donné 10-15 verges de plus. Sur un bon retour, en plus. Sur un bon retour. Bon, mais la blessure à notre batteur n'a pas aidé, bien évidemment, parce qu'il y a eu 2 bottées so-so. Après, ça s'est replacé, mais il y a eu 2 bottées so-so. Une remise qui n'a pas aidé. Même s'il y a réussi. Tu sais, quand je parlais d'exécution, c'est un peu ça. À un moment donné, tu sais, on l'a dit. On a joué un 45 minutes pour un 60. Oui, c'est ça. Toute l'année, on a dit que nos batteurs avaient un avantage. Mais là, Boyer blessé, on s'est rendu compte que cet avantage-là, c'était pas liable. Puis, Jacques, la première fois qu'il botte au. Boyer botté, là, je veux dire, outre la mauvaise remise, là, il y a quand même une excellente moyenne. Ouais, mais il y a il y a eu un mauvais botté qui a pogné dans le vent puis qui a donné un retour de fou. Là, ce qui n'est vraiment pas dans ses habitudes. Là. Non, puis ça. C'est le vent, là. Ça n'a pas aidé parce qu'on a perdu le positionnement à cause de niaiserie de même. Là. C'est que Laval était capable de retourner. C'est le fait que nos bottées, quand c'était pas Boyer, que c'était Jacques qui était très en flèche,
ça faisait que notre déploiement de couverture d'unité spéciale n'avait même pas le temps de se rendre, que le retourneur avait déjà gagné un 15-20 verges avant que le premier joueur puisse se rendre. T'sais. Exactement. On a perdu le momentum là, dès ce qui n'est pas normal. Le retour de la demi. On retourne de la demi. On part à demi après un jeu extraordinaire, un toucher parfait. Brando est tout seul assis dans le fin c'est pour ça que je te dis, tu veux reprendre le ballon pour garder le momentum. Tu ne veux pas essayer de donner le momentum à Laval, tu le sais qu'ils sont capables de générer ça. Moi, que normalement, notre défensive aurait dû être capable. Notre défensive ne s'est pas ajustée. Notre défensive a laissé Olivier Cool tout seul, qui a fait le même jeu 5 fois de suite. Les 5 fois, on a essayé de mettre un joueur contre lui différent, puis c'est peut-être Perrier qui a réussi à la fin à le contenir, mais il n'y avait pas un joueur qui était capable. Puis après coup, ils se sont mis à courir. On le savait qu'il allait courir. Puis chacune des courses de Mathieu Roy défonçait. C'est un 4 verges. À la fin, c'est juste ça que ça prenait. Là. C'était pas des courses monstres. La défense était fatiguée. Ils ont passé toute la maudite deuxième demi sur 30 minutes de deuxième demi, ils ont passé en haut de 20 sur le terrain. Là. Je suis d'accord. Ça n'a pas de sens. Là. Je suis d'accord, mais dès le départ, c'était comme ça. On dirait qu'ils ont fait un ajustement sur notre défensive, ce que notre défenseur n'a pas été capable de réajuster tout de suite. Tout de suite, ils ont été capables, ils ont pris le contrôle de l'attaque de Laval, a pris le contrôle de la partie, puis on n'a pas été capable de l'arrêter. Quand je dis que c'est la défensive qui l'a échappé, ce coup-là, c'est pour ça. L'attaque. C'est l'attaque qui n'a pas été constante, qui a mis la défensive dans le trou. C'est parce qu'un communique sur l'autre, hein? C'est des vases communicants. C'est-à-dire que si l'attaque n'est pas capable de tirer son poids, la pression que ça met sur la défensive est juste trop élevée. Parce que globalement, tu as 2 touchés de Laval. Tu as le touché de Cool, la défensive l'a échappé. Là. Clairement, la couverture de zone ne marchait pas. L'autre touché, c'est sur l'offensive. Là. Ils ont tellement donné un terrain court. Moi, dans l'entre-saison, j'aimerais ça. C'est tellement la défensive que c'est Joe qui a échappé le ballon sur un sac. C'est ça qui est arrivé pour le deuxième. Exact. Donc, je te dis, c'est pas sur la défensive, ça, c'est sur l'attaque. Quand l'attaque n'est pas capable de repositionner le ballon sur le terrain ou de générer des points, ou que tu as, comme je disais, 7 possessions, puis de là-dessus, tu as passé 1 minute par possession sur le terrain, tu renvoies ta défensive, c'est trop demandé. Là. Si on joue contre une équipe de bas de classement, peut-être, tu joues contre le Rouge et Or, c'est une finale, ça n'a pas de sens. Fait que tu peux pas gagner comme ça si tu n'exécutes pas mieux. Moi, ce que j'aimerais dans l'entre-saison, c'est peut-être d'avoir un petit peu de renouveau dans le coaching staff à l'attaque. Un vrai coach des running backs qui rien enlevé à Giguère, mais Giguère, c'est un O-line, c'est pas un running back. T'sais, notre force dans le passé, c'était de former les joueurs, de les faire progresser. Puis pour moi, les running backs puis les receveurs depuis 2 ans, ça progresse peu. Donc, c'est sûr, on s'attendait à plus de l'attaque cette année. Statistiquement, ça n'a pas vraiment été ça. Ils sont pas mauvais, ils sont corrects, mais ils prennent pas le oui, on s'attendait à plus. Tu sais, il prend Boyer il y a 2 ans versus maintenant. Notre coach des batteurs a fait sa job. Même chose avec notre coach des D-line. Tu check les D-line qui ont next step. Le prochain homme qui est rentré a toujours pris la place puis était prêt à embarquer. Même chose avec les secondaires, tu sais. Mais tu sais, je veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Là. Non, mais on a besoin de 109. Pour moi, on a une bonne équipe qui a eu une équipe qui a underachieved depuis 3 ans, qu'on gère pas le chrono, qu'on n'est pas capable de courir en fin de match. Ce qui a fait qu'on a perdu le premier match de la saison à Laval à cause de ça. La Dunsmore 2023, même chose. Puis même, on pourrait même mettre la UTEC 2021 dans le même bateau. Tu veux dire la Dunsmore 22? Oui, 22, oui, excuse. Ouais. All right. On n'a pas qu'à gérer en fin de match. Ouais. Bon, ben, ça fait à peu près le tour de notre finale québécoise. Donc, le Rouge et Or qui s'en va représenter la Conférence Québec dans le carré d'as canadien. Cette année, c'est la Coupe Mitchell. Ils vont affronter les Rams de Regina, qui est un peu une petite surprise. Tam, tu veux-tu nous parler un peu de ce qui s'est passé? J'avais dit que pour que Regina gagne, il va falloir que leur défensive crée des revirements. C'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils ont eu 4 interceptions, dont un pick six pour le toucher victorieux.
ils ont de la misère à générer un petit peu d'attaque. Ils me font un peu penser aux Carabins de 2014 là-dessus, que c'est la défensive qui drivait les séquences offensives de l'équipe. Donc, ils ont créé 9 revirements forcés, je pense, depuis le début des playoffs. Fait que c'est ça qui leur a permis d'être dans le match parce que offensivement, ça leur prend des courts terrains pour être efficace cette saison. Fait que c'est ça qu'il va falloir qu'ils fassent fin de semaine contre Laval pour espérer pouvoir gagner. Parce que là, ils vont accueillir le match à Regina, donc au Mosaic Stadium, le stade des Rough Riders. C'est sûr que le Rouge et Or arrive là gonflé à bloc contre une équipe qui est un peu Cendrillon, là, qui avait fini 4e dans l'Ouest, qui a réussi 2 upsets. Ils ont affronté 2 QB qui aiment ça lancer des passes profondes qui sont propices à des revirements. Ce que le Rouge et Or fait beaucoup moins. Il protège beaucoup mieux le ballon. Là. Oui, Arnaud a eu un pic, là, mais je veux dire, il n'en lancera pas bien plus que ça dans un match. Là. Non, puis ils peuvent se permettre de bulldozer aussi. Ils ne lancent pas loin. Oui, c'est ça. Mais ils n'auront pas besoin. Je pense pas vraiment que Regina. All-Stars pour Regina, mais je le sais pas. Ils vont éviter de lancer vers lui de toute façon. Je pense que ça va être ça le plan de match. Là. François, de ce que tu connais de l'Ouest, là, est-ce que le Rouge et Or est en danger ou pas vraiment? Hein? Aucune chance. Aucune chance. Il n'y a aucune chance. La force de l'Ouest, c'est les corps arrière. Je ne sais pas si tu as manqué, celle-là. Ouais. C'est ça. OK. Ben, si eux autres courent, tant mieux. Le Rouge et Or a comme la meilleure défensive contre le sol de la Ligue. Non, ils ne sont pas très bons pour la course non plus. Mais c'est ça. Ils n'ont juste pas d'attaque, Regina. C'est ça, essentiellement. Ils ont une des pires attaques du... Ils ont eu 2 upsets, puis ils ont réussi à en gagner cette année grâce à leur défensive. Ouais. Ce serait une grande surprise que Laval la donne. 2 bons matchs très, très offensifs. Je vais résumer que l'équipe avec pas d'attaque s'en vont jouer contre l'équipe avec la meilleure défensive. Ça de même, là, mais... Ouais. Je comprends qu'il y a un concept de match-up qu'on ne peut pas faire une règle de 3, là. Non. Mais je vois difficilement comment une attaque qui ne génère fuck all serait capable de contrer une défensive qui n'en laisse pas passer. Mais je vais te le virer à l'envers, François. Tu sais, là, tu y vas force contre faiblesse, mais si tu le mets à l'inverse, donc la force de Regina, c'est sa défensive. Puis probablement que Laval... Mais dans le fond, je pense que l'écart est moins grand. C'est-à-dire que la défensive de Laval est tellement plus forte. Ben pour moi, les meilleurs points de la défensive de Regina, c'est pas les endroits où Laval attaque normalement. Donc, ils sont pas sur leur vulnérabilité, finalement. Oui, c'est ça. Fait que ça va être difficile de créer des revirements, à moins qu'ils arrivent avec des schemes défensifs qui sont différents. Puis, tu sais, je pense que l'attaque de Laval, c'est autre chose que ce que Regina a vu. C'est essentiellement ce que tu as dit, Tam. Je pense que ça va être amplement suffisant. Est-ce que ça va finir 50-2? Non. On s'entend que 4 des 6 clubs dans l'Ouest ont des corps mobiles, ce qui n'est pas le cas avec Laval. Non, mais c'est ça. Je pense que l'attaque... Tu sais, dans l'Ouest, ils sont habitués des corps puissants, des corps arrière qui lancent le ballon. Mais je ne sais pas si l'Ouest a tant de profondeur dans les équipes que Laval peut avoir. J'ai l'impression que chaque équipe de restant du pays ont comme... Oui, mais nous, en saison régulière, on peut habiller 52 joueurs aussi. Hein. Ça fait que ça amène une profondeur induite aussi. Oui. Mais... enlève 4 joueurs de profondeur. J'ai hâte de voir les 4 joueurs qui vont enlever du line-up. Ils vont enlever les blessés, là, parce qu'il y a une couple qui sont tombés au combat. Mais je vois difficilement comment Laval pourrait l'échapper, comme j'aurais vu difficilement comment Montréal aurait pu l'échapper. Mais nous y voilà. Donc, ça, c'est le Mitchell Bowl. Ça va être... Don't get me wrong, j'espère que Regina va gagner. C'est le Mitchell Bowl à 15h. Chez les différents diffuseurs. Dans la partie plus tôt, Tam, tu as regardé ce qui s'est passé en Ontario? Ouais, j'ai regardé vite, là, quand j'ai vu que c'était un blowout de Laurier. Western est revenu en fin de match un peu. Là.
Je l'avais dit que ça allait être un festival offensif, puis ça a été un festival offensif. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de beauté placement dans cette partie-là. Là. Je pense qu'on est au-dessus de 10, les deux équipes combinées. Donc, au mois de novembre, c'est important que tes batteurs soient parfaits. Puis, dans ce cas-là, pour les deux équipes, ils ont été parfaits. Mais mine de rien, là, Laurier a battu Western, champion de l'Ontario défendant 2 fois. Puis de façon convaincante. Et de façon convaincante. Donc, Laurier sont probablement pour de vrai. Laurier sont vraiment pour de vrai. Ouais, ça fait 3 ans qu'ils sont pour de vrai, mais qu'ils n'arrivaient pas à passer Western. Ils ont trouvé leur mojo. Pour différentes raisons. Souvenons-nous, l'année passée, leur QB s'était fait rentrer dedans, puis ça avait été chancelant après. Il avait mal géré défensivement la fin de ce match-là. Et aussi, Western l'année passée était extrêmement fort. Il avait fait qu'il avait un peu échappé le match, puis il avait permis à Western de se sauver avec aussi. Là. Fait. Long time due, là. Ouais. Et du côté atlantique, nos amis de Lennox ont rendu ça saprement compliqué. Ils ont passé, mais ils ont eu besoin de temps supplémentaire. Ils perdaient en fin de match. Et d'un botté miracle la dernière seconde. Mais avant ça, c'est une mauvaise décision du coach de St. Mary's qui aurait pu juste mettre le genou au sol puis faire un dégagement, qui a décidé de courir. Puis ils ont réussi à provoquer l'échappée, récupérer le ballon puis faire un petit drive. Après ça, il y a eu une mauvaise punition qui a permis à la drive de se poursuivre, puis là, de se placer en situation de placement pour égaliser le match en fin de match. Là. Puis après ça, là, il y a eu des échanges de placement en prolongation. Là. Ouais, le vent était une grosse problématique. Bishop était privé de leur porteur de ballon habituel, mais celui qui est venu en remplacement a quand même bien fait. Mais comme je l'ai dit tout le long de l'année, l'offensive de Bishop et leur propre ennemi, souvent, ils ont créé beaucoup de revirements avec des ballons échappés, des interceptions. Il va falloir qu'ils nettoient ça s'ils veulent espérer vaincre Laurier à la maison samedi. Là. Ouais, c'est ça. Donc, toi, tu t'en vas avec quelques collègues montagnards voir ça. C'est toujours le fun, un road trip à Lennox. Sauf que, comme tu as dit, Bishop, on se demandait, premièrement, l'Atlantique est généralement moins fort, donc c'est sûr que c'est toujours un défi pour eux quand ils arrivent au niveau national de matcher, peu importe la conférence contre qui ils se présentent. Là, ils arrivent face à Laurier, qui est gonflé à bloc, confiance, résultat, invaincu cette année. Et là, Bishop, Laurier... même s'ils gagnent, c'est une contre-performance pour eux, là. Ouais, non. Ça va être très, très difficile de battre Laurier. Je pense pas que ça va être serré, à moins que la défensive de Bishop réussisse à refaire des revirements comme ils ont réussi à faire plus tôt dans la saison contre d'autres équipes. Parce que Laurier est quand même propice aux revirements avec leur jeu aérien. Algrisma a quand même un ratio, je pense, de 17-9 en saison régulière. Là. 17 touchés pour 9 interceptions. Donc, c'est possible. Bishop a quand même des bons éléments défensifs. Mais il va falloir éviter de tourner le ballon. Tu peux pas te permettre en offensive de donner le ballon à ton adversaire si tu veux être dans ce match-là. Là. Je pense que la défensive ils ont gardé, si tu checkes les stats, BU a des bien meilleures stats offensives que St. Mary's, mais... Il y avait un match. Ouais, dans un match donné, on le sait pas. Hein. Je vous fais jouer un petit jeu. Votre upset special, lequel des deux côtés a une chance de faire un upset? BU. BU? Tam? À cause de la défensive de BU qui est à maturité. Je te dis pas que ça va arriver, mais... Ils ont plus de chance. Ouais. Oui, dans ma plus de chance. Ouais. Tam, t'en penses quoi? Je vois ta face, là. Hein? Je vais te poser une colle. Lequel qui a le plus de chances de passer? Regina ou Bishops? Les deux sont à domicile. Pourtant, ils ne sont pas favoris. Ouais, les deux ne sont pas favoris. Ça me surprendrait qu'il y ait un upset. S'il y avait un upset, je pense que ça va être BU à domicile. Je pense qu'ils avaient un beau momentum cette saison. Leur foule, un petit stade rempli. Parce qu'on s'entend que le Regina, c'est le gros stade des Rough Riders. Fait que c'est beau s'il va y avoir 1000-2000 personnes là-dedans. Là. Ouais. Fait que...
Ça, puis les fans de Bishop, ils savent rusher le terrain comme du monde. Et Chris. À bonne heure, au moins. C'est pas des amateurs, là. Ils vont au bon moment, quand la game est finie. Exactement. C'est pas une couple de secondes avant. Non. C'est correct de rusher le terrain, c'est pas ça qui est dérangeant, c'est comme... Non, mais c'est le timing, le problème. Non, mais moi, c'est que tu vas aller fêter avec ton équipe, va fêter avec ton équipe, va pas pousser les joueurs de l'autre équipe. Quand tu rushes sur le terrain pour aller baver l'autre équipe. Moi, c'est ça. Mais tu sais, ça, je vais quand même dire, il y a eu beaucoup de trucs en ligne qui ont été dits. C'est complètement déplacé et inacceptable. Mais c'est sûr que sur 18 000 personnes, ça venait tout de la section étudiante, ça. Fait que tu avais une belle concentration de Mongols. J'allais dire de végétaux en état d'ébriété, parce que le peuple, j'appelle ça le caveau de l'enfer. C'est là que tu ranges les légumes. Exactement ça. Sur 18 000, la gang est grosse, puis ils se tiennent en gang. Moi, c'est la pire année. C'est ma pire fois, je pense. C'était... Tu sais, je ne vais plus au PEPS. Une des raisons pourquoi je ne vais plus au PEPS, c'est à cause du monde qu'il y a dedans. Là. Du monde trop chaud. Mais là, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des étudiants chauds de même et désagréables de même. Le nombre de personnes en avant de nous autres qui sont juste là pour venir nous engueuler. Oh oui, ils se calent la game. Les enfants. Il y avait des enfants qui faisaient des fingers. 2 anciens du Rouge-et-Or qui ont été là, puis qui se gossaient, puis qui allaient écœurer les joueurs sur le terrain. Une chance que la famille de Nicky était là, pour aller les pousser, parce qu'ils rentraient sur le terrain comme des idiots, chauds comme des épais. Qu'est-ce que le monde ne savent pas vivre dans ce terrain-là? Ça n'a aucun sens. Puis on a beau une dire, minorité, là, quand même. Là. Ça reste une minorité, c'est important de le dire, mais le problème... aussi dans ce match-là, mais j'ai eu quelques problèmes aussi. Ouais, mais c'est ça l'affaire. C'est un peu ça, le Christy de running gag. C'est une minorité, mais elle est tout le temps là. Ça disparaît jamais. C'est-à-dire, bon, mais regarde, il y en aura toujours. Fait que les 2 matchs sont à TVA Sport ou sinon à CBC sur leur application ou sur leur chaîne YouTube. Si vous ne voulez pas payer l'abonnement à TVA Sport ou l'écouter en différé au moment où vous voulez l'écouter en différé. Ouais, l'application ça va être disponible sur le YouTube de CBC. Et on vous le donne en 1000, c'est les mêmes diffuseurs la semaine suivante pour le match de la Coupe Vanier. Donc, on peut s'attendre... Qui est à Queens, à Kingston, en Ontario. Donc, la même adresse que l'année dernière. J'ai hâte de voir si les fans de Québec descendent dans le tailgate de Queens, de quoi ça va avoir l'air, pauvres eux autres. La gang va être grosse, puis elle va arriver de bonne heure, je pense. Les autres, c'était zen, notre affaire, c'était tranquille. Si les mettent dans le spot où ils nous ont mis l'année passée, ils ne verront même pas dans le tailgate. Espérons-le. Je souhaite aux gens de Kingston que ça aille bien, parce que nous autres, ça avait été quand même assez relax, puis les gens étaient très accueillants là-bas. Donc, je leur souhaite que ce soit aussi relax que quand on était là. Ouais, mais c'est pas des gens de tailgate. Quand ils vont à l'étranger, c'est ceux qui boivent, qui sont chauds d'ail, ils vont pas à l'étranger, au moins de C'est vrai que ceux qui vont à l'étranger sont beaucoup plus respectueux. Ceux qui suivent l'équipe sérieusement sont beaucoup plus respectueux. Ceux-là qui viennent nous faire chier, c'est ceux qui ont des billets de mission générale et qui font juste se promener sur la traque tout le long. C'est pas les vrais fans. Vous avez raison de dire que c'est la minorité, mais c'est une solide belle gang de caves. Puis c'est pas eux autres qui vont aller faire le trouble dans les autres stades. Non, mais c'est juste que sur un 18 000, c'est l'équivalent de la foule de Concordia. Oui, c'est ça. C'est que la gang est tellement grosse. Hey, c'était notre dernier épisode de cette année. Merci à tous ceux qui nous ont suivis cette année. C'est toujours le fun de partager nos réflexions. Puis, on a eu des super bons commentaires tout au long de l'année. Donc, merci pour ceux qui sont venus nous voir pour nous en parler parce que c'est notre paye finalement. Hein? On fait ça pour faire plaisir. Fait que merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à SPG, merci à Molson Coors, merci à Sev. Si vous voulez donner pour la cause, le code QR est à l'écran. Sinon, suivez-nous dans l'entre-saison sur nos différentes plateformes de médias sociaux. Le recrutement va être beau, ça va être le fun à suivre. Ça va être le fun, hein? Bon, on va aller mettre le linge dans une petite boîte, d'un boulamite. On va passer l'hiver. Quelques semaines de repos avant de réfléchir à ce qu'on fait l'année prochaine. Exactement. Fait que surveillez vos courriels, le renouvellement de billets est déjà sorti, par exemple. Hey, avec un hostie beau décompte, hein? Hey, Lord, je sais pas c'est qui a fait le maudit marketing, là, mais celle-là, elle reste pognée dans la gorge. C'est intense. Comme je disais, le cadavre est même pas encore froid, là.
Mais bon. 2 semaines, 12 jours et 3 heures pour renouveler tes billets de saison, sinon tu perds ta place. Là. Come on, là. Au moins jusqu'à après Noël. Non, je pense pas que c'est pour que tu perdes ta place, c'est pour avoir le cadeau, il me semble. Ben, non, après ça, ton billet il se libère. Anyways, bon hiver, joyeuse fête tout le monde, puis on se revoit de l'autre côté. Bye bye. Ciao.